Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois un duo formé par Amine et Rémi qui s'appelle Pandora. Comment allez-vous ? Ça va très très bien. Ça va super. Alors, pour donner quelques chiffres pour celles et ceux qui, je pense, peut-être vous ont même écouté, ne savaient même pas que c'était vous, parce qu'en fait, vous avez quand même 3 millions d'écoutes, rien que ça. Vous êtes écoutés dans pas moins de 179 pays. Ça fait beaucoup. Ouais, on se rend pas compte. C'est aussi ça la magie de la musique et de ces plateformes qui finalement font aussi voyager la musique. C'est vrai que surtout avec le digital maintenant et les algorithmes qui régissent un peu nos vies, la musique elle est rapidement proposée à des personnes qui seraient susceptibles d'aimer en fait. Et donc même la manière dont la musique est promue, euh, ça a beaucoup changé les choses. Donc des artistes indépendants comme nous peuvent avoir une visibilité grâce à ces nouvelles technologies. Alors récemment, vous avez sorti un titre qui s'appelle Papaya, en collaboration avec Stéphane Lernaud. Mais avant de parler de ce titre, je voulais savoir, j'avais envie qu'on retourne un petit peu en arrière. Quel est votre premier souvenir lié à la musique dont vous vous souvenez ? À titre Pandora ou à titre personnel ? Non, à titre perso. Waouh, ça remonte. Qu'est-ce que ça serait pour toi, Rémi ? J'essaye de me souvenir de mes premiers souvenirs, je pense. Un concert, ou bien je me souviens que quand j'étais tout petit, à 5-6 ans, mon père écoutait du hard rock, un groupe qui s'appelle Manowar et qui a des pochettes très graphiques avec des guerriers qui se battent sur des champs de bataille, et ça m'avait beaucoup fait peur. J'entendais le hard rock alors j'ai essayé de dormir. Je pense que c'est un de mes premiers souvenirs de musique, donc on partait pas très bien à la base. Puis ça s'est quand même amélioré après. Et toi Amine, c'est quoi alors ? Franchement, si je devais... moi, ça serait plus la musique classique. J'ai commencé le piano très jeune, peut-être vers 6-7 ans. Et j'arrive à remonter jusqu'à cet âge-là. J'ai commencé le piano. Et du coup, piano, qui dit piano, dit musique classique généralement. Donc, je pense que c'est ma première exposition consciente, disons, à la musique. Et t'avais une professeure de piano ? Ouais, j'avais une professeure de piano russe. Et là, ça remonte. Ça me rappelle beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a emmené au piano ? Honnêtement, je pense que j'ai toujours été intrigué. Et puis mes parents m'encourageaient à tester des choses toujours. Donc j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé le théâtre, j'ai essayé le piano, plus tard la guitare, le tennis. Enfin, j'étais un gamin assez hyperactif. Donc j'aimais bien essayer plein de choses, et le piano, j'ai accroché avec le piano. Et plus tard, dans l'adolescence, avec la guitare. Et toi, Rémi, tu t'en fais aussi de la guitare parce qu'on te voit souvent avec une guitare, en tout cas dans vos clips. Ouais, moi c'est vrai que la guitare c'est mon instrument privilégié, mais j'ai aussi fait du piano peut-être 2 ans quand j'étais petit, et puis j'ai décroché parce que c'était trop scolaire, et j'ai redécouvert la musique avec la guitare aussi à l'adolescence. Je pense un peu comme tous les ados, on est un peu fan de tous les groupes du moment. Tous les groupes à mon époque, c'était les groupes de punk, Blink, Sum 41, tout ça, et je voulais faire comme eux, donc je me suis mis à la guitare classique, et puis très rapidement guitare électrique. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Parce qu'on ne forme pas un groupe par hasard. On s'est rencontrés à l'université, du coup, notre première année. Moi, j'ai grandi à Tunis. Donc, à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à Montpellier pour les études supérieures. Et Rémi y habitait, je sais plus si tu habitais déjà. Je venais d'arriver à Montpellier, ouais, avec ma famille. Et puis, à Avignon avant. Ouais, puis on s'est découvert, on s'est connus à Montpellier dans les premiers jours
d'université. Amine m'a demandé une clope. Et puis, À l'époque où je fumais. à l'époque où il fumait, puis moi je fumais pas, donc ça aurait pu s'arrêter là. Mais je crois que je t'ai aidé à trouver une clope, ou on a demandé du feu à quelqu'un d'autre, ou un truc comme ça, et puis on s'est assis à côté Au fond de au l'amphi. fond de l'amphithéâtre, et Au fond de l'amphi. On est devenus copains autour de la musique, autour des jeux vidéo, et voilà. Et on ne s'est plus quitté, Ouais. quasiment. 18 ans, bah, on s'est connus à 18 ans. Ensuite, on a passé les 5 années d'études un peu ensemble, les 2 années de prépa. Et ensuite, les 3 années d'études supérieures, chacun dans une ville, Clermont pour Rémi et Marseille pour moi. Et quand on a eu le diplôme, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, en ayant un peu travaillé, on s'est rendu compte que c'était pas trop pour nous et qu'on voulait vraiment essayer un autre chemin. Et en fait, on a commencé Pandora vraiment juste après le diplôme, quoi. Diplôme d'ingénieur. Là, c'est 2010, le début de nos études, 2015, fin de nos études et début de Pandora. Et Pour pourquoi, resituer un peu. et pourquoi est-ce que vous avez choisi de appeler votre groupe Pandora? Alors, Pandora, ça s'écrit avec un H. C'est écrit Pandhora. Pas du tout comme l'univers de James Cameron, mais pourquoi ce nom? Très bonne question. En fait, à l'époque, du coup, on était à Marseille, on cherchait un nom de groupe, et on écoutait beaucoup des conférences sur l'espace, on s'intéressait à l'espace, et on était tombé sur une image sur Internet d'une constellation, ou d'un ensemble de constellations qui s'appelait Pandora. Et du coup, ça nous a plu. On s'est dit, ah super, Pandora, c'est très cool. Et on a essayé aussi de rendre le nom unique, parce que Pandora, ça existait déjà. Il y avait plein de groupes qui s'appelaient Pandora sans H. Et on s'est dit, on va le twister un peu pour que ça soit unique. Et on est parti sur ça. Il y avait une histoire aussi avec le DH en arabe, qui est une consonne. Ouais, on avait ça. Et puis aussi, on aimait bien. Je sais pas si tu pourras partager le logo, mais on aimait bien l'utilisation de la clé qui sort du O vers le H. C'est un peu la clé qui ouvre les différents mondes de Pandora. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. Mais donc ce H au milieu, ce H muet, il nous a servi à plusieurs choses. Utilisation graphique, aussi se dissocier des autres groupes Pandora. Vous avez dit que le D et le H, c'était une consonne en arabe. Est-ce que Amine, tu peux m'en dire un peu plus? Oui, en fait, le DH, c'est the. Okay. En arabe. C'est une consonne du coup qui n'existe pas dans la langue française. Il y en a beaucoup. Et on avait pensé aussi à un logo qui intégrerait un peu cette lettre-là. Ensuite, on a abandonné l'idée, mais on a gardé quand même le DH. Disons que c'était une manière pour nous de placer plusieurs choses subtiles dans ce nom-là. Et aussi se démarquer, comme tu disais tout à l'heure, de l'univers Avatar ou des autres, ou bien même de la boîte de Pandore. Et puis des autres projets qui s'appellent Pandora. Il y a plusieurs groupes. Il y a aussi des marques qui s'appellent Pandora sans H. Ouais. C'est mieux pour l'algorithme de toute façon. Hein. On vous retrouve plus facilement. Ouais. Alors quand on a commencé, on connaissait rien à tout ça. Aux algos, c'était pour nous complètement mystique. On a découvert petit à petit. Au début, on était beaucoup sur SoundCloud. Et puis Spotify est arrivé bien après, finalement, avec tout son attirail d'algo. On s'est toujours d'ailleurs posé la question par rapport à ce H muet, finalement, est-ce qu'il nous porte pas préjudice? Est-ce que ça serait pas plus facile de nous trouver avec un autre nom? Est-ce qu'on devrait changer de nom? C'est un peu un débat sans fin. Ouais, mais c'est sentimental maintenant, on peut plus changer. Ouais, ça fait 10 ans presque maintenant. Donc on est resté avec ça et puis on a construit finalement tout le projet, et puis il y a toute une communauté qui suit le projet avec ce nom-là, donc ça serait un peu bizarre de rebrander. Bah non, faut pas. Bah ouais, je pense. On en a, parce que non, tu sais, c'est un débat. C'est rigolo que tu poses la question, parce que c'est un débat qui
qui réapparaît tous les 6 mois. On en discute et après on se dit ah non, non, on va quand même pas faire ça. Et puis on le repasse sous le tapis, puis il ressort le sujet. Enfin, c'est rigolo, je trouve. Bah, je pense que autant vous vous posez la question de savoir si vous le gardez ou pas, autant nous, ça nous interpelle de se dire pourquoi il est là. Et au final, en fait, on retient, tu vois, ce H qui est dans un endroit où on l'avait jamais vu avant vous. C'est intéressant comme point de vue. Franchement, on l'a jamais eu celui-ci. Parce qu'on parle pas assez à des gens De cette problématique. de cette On est problématique. trop isolés en studio. Là, c'est possible. Non, c'est intéressant vraiment comme point de vue. Puis on a, enfin, maintenant avec le logo, on a fait des, tu sais, des colliers pour la scène avec ce H, ce HO avec la clé, tu vois. Il y a toute une identité qui s'est créée autour de ce choix. Donc, il faut le garder. On s'est dit, ouais, c'est ça, parce qu'on s'est dit en termes de non business, parce que maintenant enfin, ça fait un moment qu'on est dans la musique, donc on s'est rendu compte des problématiques que ça posait, même pour la recherche. Ou Oui. bien, si tu es sur scène, tu dis bonjour, on est Pandora. Les personnes qui te cherchent, bah, elles trouveront pas. Parce qu'elles vont intuitivement écrire Pandora sans H. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu le H, bah, peut-être que ça reste en tête, finalement. Ouais, je pense que c'est un bon. On se démarque après, ouais. Bah ouais, Mais il c'est faut ça. l'avoir vu écrit une fois. D'où l'idée d'avoir des projections en concert où tu as ton nom derrière toi systématiquement, quoi. Oui, en général, ça aide bien. C'est la mémorisation, en fait, après. Hein. La visualisation, tout ça. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 2015, donc vous quittez vos emplois, en tout cas une fois que vous avez fini vos études d'ingénierie, et vous vous lancez dans la musique. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le courage de se dire on prend ce risque, on va dans la musique et on s'y consacre à fond? Bah, je pense que pour ma part, en tout cas, j'ai travaillé un peu après 2015 en parallèle du projet jusqu'à 2018. Et Amine, par contre, lui, il a tout de suite quitté après son stage de fin d'études, c'est ça, hein? Ouais. Tu étais en stage à San Francisco Ouais. d'ingénieur et tu as décidé à ce moment-là, toi. Ouais, j'ai décidé à ce moment-là. Ça remonte maintenant, mais je me souviens m'être dit que j'étais pas à ma place. Ressentir beaucoup de frustration par rapport au fait que j'arrivais pas à me sentir à l'aise dans ce que je faisais. Et je me suis dit aussi, je vais quand même pas faire ça toute ma vie. Tu vois ce sentiment? Mm. Je me sentais pas à l'aise, je sentais aussi que j'ajoutais pas de valeur à mon équipe, je prenais un temps fou pour faire des tâches. Juste mon cerveau fonctionnait pas enfin j'arrivais pas, tu vois? Donc et puis il y avait ça, il y avait ce côté frustration et tout qui m'a quand même donné le courage. Il y avait, mon équipe, là-bas qui était incroyable. Bon, avec un peu ce mindset American Dream de, «Vas-y, tu peux tout faire, quand on y croit, on peut», tout ça, ce mindset, vraiment positif, vers l'avant qui m'a poussé, qui m'a donné beaucoup de courage quand même. Et puis, truc super simple, mais juste la passion de la musique, le fait que je me voyais, je sais pas si à l'époque je me voyais pas faire autre chose, mais je voyais qu'il y avait un chemin, un truc à creuser là-dedans. Et justement, par quoi est-ce que vous avez commencé? Parce que est-ce que vous aviez déjà des envies? Est-ce que vous aviez une direction artistique? Est-ce que vous aviez envie de faire ressentir telle ou telle chose aux gens? Ou c'est venu après en essayant des choses? Ouais, je pense que c'est venu après. À l'époque, on a commencé à produire musique électronique autour de 2014, hein, je ouais, crois. de 2014. Et puis bah, là, il y a eu une grosse partie de période d'apprentissage, de comprendre comment ça marche, de comprendre un peu ce qui se fait, les différents styles. Et au début, ouais, on est juste
deux copains qui s'amusent, quoi, hein, qui découvrent, qui expérimentent, qui pensent aussi que ça va être super facile, et puis après tu te heurtes à la réalité du terrain. Ah ouais. Non, on avait Elsa, une innocence et une ignorance énorme. Enfin, on partait vraiment de zéro en ne connaissant rien du tout à l'industrie musicale. Et personne Et aussi. personne du tout. Ben, tous les deux, nos parents n'ont rien à voir avec ces domaines-là. Vraiment, on est parti de zéro et puis juste en mode amusement, quoi. Et petit à petit, ça s'est construit vraiment brique par brique, erreur après erreur, échec après échec, réussite aussi, puisqu'on a eu quand même beaucoup de boosts et des rencontres, de belles rencontres. Mais ouais, on n'avait pas de plan en fait, si c'est ça ta question. On avait vraiment zéro plan, c'était pas pro du tout, quoi. Ouais, ouais. C'était un peu à l'aveugle, ouais. Et comment est-ce que vous expliquez que vous en soyez là aujourd'hui? Est-ce que vous avez senti une espèce de bascule à un moment donné où en fait ça a eu une évolution juste up jusqu'à aujourd'hui, quoi? Pourquoi, pour toi, c'est quoi la bascule? Bah, je pense que, en tout cas, pour ma part, l'analyse que j'en ai faite, c'est que quand moi j'ai décidé de quitter aussi mon taf, donc à l'été 2018, on a pu se concentrer tous les deux finalement quasi à plein temps sur Pandora, et on a fait aussi le choix de partir vivre quelques mois à Istanbul, donc en Turquie. Et à l'époque, la scène dans notre style, elle était Attends, elle déjà, était avant de vibrante. partir là-dessus, du coup, c'est une rencontre, finalement. Enfin, parce que Istanbul, c'est la rencontre avec Naomi, qui est notre manageuse, maintenant, Ok. jusqu'à maintenant d'ailleurs. Qu'on a rencontrée en 2017. Et bon, elle aussi était complètement. Enfin, s'est lancée dans la musique n'y connaissant rien, mais elle avait trouvé ce filon qui était un début de tournée au Moyen-Orient. Donc ça a coïncidé avec Rémi qui quittait son job en 2018, juin, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle qui nous disait en septembre, à ce moment-là, qu'il fallait déménager à Istanbul en septembre 2018 avec elle. Ok. Donc, ça a été ça vraiment la bascule, cette rencontre avec Naomi et puis le déménagement, ce que racontait Rémi du coup. Ouais, et du coup, à partir de ce point central qui était Istanbul, on a pu faire nos premières dates finalement, nos premières vraies dates à l'étranger. On a pu jouer à Dubaï, on a joué au Caire, on a joué plusieurs fois à Istanbul, En Arménie, en Arménie. Abu Dhabi. Et en fait, on a commencé à tourner, en fait. On a à se faire la main sur la scène. Et à voir que, ok, on peut exister dans cette scène-là, on peut commencer à gagner un peu notre vie avec ça. On commençait à pressentir que ça pouvait devenir sérieux, quoi. Et ce qui était intéressant, et je pense que c'est probablement, on en discute beaucoup avec Rémi, mais c'est probablement grâce à ça que c'est allé aussi vite à ce moment-là, c'est que on a tous les deux un background de musiciens et on était dans une scène électronique, donc plutôt de DJ. Donc cet ajout-là, on a pu proposer un live électronique, donc de la musique de dance, de la dance music, mais avec des instruments. Ce qui créait justement ce petit truc de oh, c'est un peu différent. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'une date a amené une autre date, qui a amené une autre date. On s'est retrouvé très rapidement à faire des grosses dates devant plusieurs centaines de personnes, alors qu'on était à la base deux gamins dans un studio, quoi, qui étaient en train d'expérimenter avec leurs ordi. Ouais, vous avez apporté un truc différent qu'on connaissait pas vraiment, quoi. Ouais. À l'époque, ouais. Ouais, il y avait Les lives électroniques, il y en avait quelques-uns, Monolink, Bisvensen, on avait quoi, Satori, Yann Blankvist, voilà, quelques noms, des têtes d'affiche, mais des lives électroniques, il n'y en avait pas beaucoup, quoi, qui tournaient. Donc ça a été aussi un avantage d'être dans ce format-là, mais aussi un inconvénient, parce qu'on a dû faire beaucoup de médiation pour expliquer
aux organisateurs pourquoi on avait besoin de 3 mètres d'espace, d'une table pour poser notre matériel et tout ça. C'était un peu galère au début aussi quand même. Ça s'est démocratisé maintenant, hein. Le Oui. live électronique, c'est devenu quelque chose de, bon, pas commun, mais voilà, assez régulier qu'on voit. Mais à l'époque, on parle de 2018, c'était vraiment, c'était rare. Ouais, de toute façon, quand on apporte quelque chose, ça, ça aide aussi à se démarquer de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est certainement ça qui a fait que, en plus de la rencontre, en plus du déménagement, a fait que ça a commencé à bien marcher pour vous. Ouais, mais on te dit tout ça a posteriori, hein, parce que sur le coup, on était en pleine panique tous les deux. Mais, mais on se rend compte avec le temps maintenant, avec le recul, que c'était probablement une des. Et puis là, la scène à ce moment-là, la scène à Istanbul, Istanbul était l'épicentre de la musique électronique, hein, dans cette zone géographique. Donc on s'est retrouvés vraiment durant une période d'effervescence au cœur de la scène, quoi. À rencontrer aussi tous les artistes, tous les acteurs de cette scène. Tous les week-ends, il y avait, je sais pas, 10 soirées, quoi. Ouais. Ah, ça bougeait bien à Istanbul, cette période-là, avant la crise économique, quoi. Avant Covid. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand vous rencontrez les gens que vous connaissez, j'imagine, parce que ils font partie de la scène, les gens que vous... Enfin, est-ce que je peux me permettre de dire des modèles, même si je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais des gens qu'en fait, on se dit on voudrait être comme eux et on les côtoie, quoi. C'est un peu fou, c'est super inspirant. Et puis, à l'heure actuelle, ces gens-là, ils existent toujours. Il y aura toujours des gens qui sont inspirants et qui te font aller de l'avant. Et à l'époque, c'est complètement fou de pouvoir dîner avec des artistes comme ça, ou se retrouver à aller les écouter tous les week-ends. C'est super formateur de voir ce qui se fait aussi, parce que là, t'es complètement immergé dans la scène. Donc ça nous a aidé aussi à canaliser nos efforts sur notre production, sur notre live. On a commencé à se professionnaliser aussi de ce côté-là. Ouais, ça finalement, vous avez votre musique et votre art et votre manière de voir, de travailler, en fait, ça vous a fait grandir d'être là-bas. J'imagine que, de toute façon, on apprend encore plus autour des gens qui font les mêmes choses que soi, plutôt que tout seul, finalement, dans un studio, même si vous êtes à deux. Clairement, le retour des gens, le retour de la scène et même le retour du public, parce que le public est innocent mais honnête. C'est-à-dire que quand tu joues devant des gens, tu as tout de suite le feedback. Tu sais tout de suite si ton morceau il plaît ou il plaît pas. Tu vois les parties qui sont problématiques et les parties qui fonctionnent. Tu es exposé et tu es vulnérable. Et c'est ça qui fait qu'on s'améliore. Et puis aussi, tu as le feedback des pros. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui a tourné, qui tourne depuis 10-15 ans, et qui écoute avec attention, et qui du coup critique de manière constructive ton travail, ça permet très rapidement de réarranger et de remettre en place certaines choses. Tandis que si tu es tout le temps tout seul en studio et que tu es ton propre juge, il est difficile d'être objectif. Oui. En tout cas, le chemin, vous l'avez parcouru, et vous l'avez parcouru d'une jolie manière, qui nous mène finalement à cette conversation aujourd'hui. Ça fait 8 ans que vous tournez, et vous avez sorti un titre, je le disais, qui s'appelle Papaya, en collaboration avec Stéphane Solerno. C'est un ami multi-instrumentiste de Marseille. Qui habite pas loin de Marseille, ouais. Un gars incroyable qui a, je sais pas, 40 ans de musique, et à chaque fois qu'on est avec lui, on se dit ouais, on a encore des choses à apprendre en musique. Je vous propose qu'on écoute le titre. Très bien. Carrément.
C'était Papaya du duo Pandora qui est avec moi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce titre? Comment est-ce que vous avez collaboré avec Stéphane? Écoute, on était à Montpellier, chez moi il y a 2 ans et L'été 2022. l'été 2022, oui. Et on est copains avec Stéphane depuis de nombreuses années. On suit son travail, il suit le nôtre. Et on avait toujours voulu faire de la musique ensemble. Donc il nous a invités à passer quelques jours chez lui, du côté de Marseille. Et voilà, on s'est posé, on a jammé. Et puis on a créé 3 morceaux, dont Papaya. Et Papaya a commencé très simplement, hein. Je crois qu'il a fait un petit rythme sur son saz. Une mélodie. Une mélodie, ouais, une mélodie sur son saz. Et on a direct enregistré ça. On a commencé à faire une petite boucle avec des samples organiques et tout est parti de là, quoi. Donc voilà, petit jam qui a donné Papaya à terme avec l'arrivée des voix, une inspiration peut-être un peu afro. Ouais, il y a un Afro, peu latin. afro. Il me semble que la mélodie est inspirée de la musique traditionnelle du Burkina Faso, il m'avait dit. Ouais, Stéphane est fan d'Afrique et de musique africaine. Il joue d'ailleurs énormément d'instruments d'Afrique, hein. Et voilà. Et pourquoi Papaya? Je ne sais plus. Je crois que c'était lui qui avait juste chanté Papaya. Et puis on a construit ensuite toutes les voix autour de ce mot. Papaya Maya. Ouais. Très simple, très jovial. La complexité de ce morceau-là est plus autour de l'harmonisation de la voix, parce que si on écoute la voix, il y a plusieurs couches de voix où on chante tous les 3, avec en plus de ça des harmonies au-dessus qui font aussi le côté super catchy et qui est entraînant et qui reste en tête, quoi. En plus de la mélodie de Saz. Oh, là, vous avez travaillé à 3 sur ce morceau-là, puis il y a eu un autre titre qui est assez récent qui s'appelle Entre deux. C'est des paroles qui sont en français et c'est un titre que vous avez fait tous les deux. Ouais, c'est un titre qu'on a fait tous les deux à peu près à la même période en plus, c'est marrant. Je pense que c'était juste avant ou juste après Papaya. On était à Montpellier aussi et puis les circonstances personnelles étant ce qu'elles étaient à l'époque, c'est-à-dire une rupture amoureuse peut-être, Ouais. Amine. Ouais, c'était bon, c'est une rupture amoureuse de mon côté. Rupture en cours. Une rupture en cours. Mais d'ailleurs, je crois que c'était la nuit de ça, hein, ou le lendemain, je sais plus. Ouais, du coup, on avait besoin d'extérioriser un peu tout ça. Et puis finalement, Entre deux, c'est une chanson sur l'amour impossible. Sur l'amour impossible entre 2 personnes et où tu te rends compte que la seule direction à prendre, c'est de se séparer, malgré tout. Malgré tout, le bien que ça a pu apporter, c'est juste pas possible. Donc on a essayé de mettre ça en paroles et c'était la première fois qu'on faisait ça en français parce que c'est notre langue natale, donc c'était plus simple d'exprimer tout ça en français. Ouais, c'est un peu aussi le sujet, c'est l'amour impossible et c'est aussi la situation, je pense que tout le monde l'a déjà vécu, d'être avec quelqu'un sans avoir l'impression que cet amour est réciproque. Du coup, de se sentir toujours entre deux, quoi, de vivre cette insécurité-là. Un attachement anxieux. Est-ce que ça t'a fait du bien, Amine, de faire cette chanson-là? Oui, probablement, ça matérialise une période et ça permet, par la sublimation des instants et des événements, ça permet de peut-être passer à autre chose, oui. Quand tu l'écoutes là maintenant, Entre deux, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'en peux plus de l'écouter. Non, parce qu'on la joue en concert tout le temps. Donc, ouais, ça fait 5 concerts que tu me dis, j'ai envie de
de la dégager. Il essaye toujours d'arrêter les concerts avant maintenant pour pas qu'on arrive à Entre deux, qui est le final. Ouais, c'est le dernier morceau en Toujours plus. une excuse. Ouais, j'en peux plus. Non, mais c'est pas, j'en peux plus du morceau. C'est juste qu'au bout d'un certain temps, les morceaux ils doivent changer, la tracklist elle doit évoluer, ou bien la manière d'interpréter le morceau devrait changer. D'ailleurs, on a des remixes. On a un remix pour Entre deux qui arrive là, d'un artiste qui s'appelle El Mundo, qui est néerlandais. Et voilà, on va pouvoir enfin remplacer la version originale d'Entre deux dans notre live par son remix qui est un peu plus up-tempo, un peu plus dance. Il est plus adapté aussi aux endroits où on joue. Justement, vous évoquez la nouvelle collaboration qu'on va pouvoir écouter pour le titre Entre deux. Ils en avaient fait quand même beaucoup, des collaborations depuis que vous faites de la musique. Comment est-ce que chaque collaboration se passe? Est-ce que parfois on vous contacte? Est-ce que vous contactez les personnes? Avec Stéphane, par exemple, vous faites vraiment un titre qui naît de tous vous trois. Là, le titre pour Entre deux, le titre existe déjà. Donc là, c'est un remix. Donc, comment est-ce que ça se passe? Pour les remixes, généralement, c'est très simple. On rencontre des gens sur la route ou sur Internet. On aime ce que ces gens produisent, ces artistes produisent, et puis on leur propose, si on imagine que leur univers peut coller avec le titre, on leur propose tout simplement de faire un remix. Et dans ce cas-là, on leur envoie toutes les pistes audio du morceau. Et puis après, eux, ils vont sélectionner les pistes qu'ils veulent garder et construire un nouvel arrangement autour de ces pistes-là. Donc ça permet d'avoir un morceau qui va être généralement très différent de l'original. Et c'est super intéressant de voir ça naître. C'est une interprétation en fait. Une autre interprétation du morceau. Et sinon, pour les collaborations, nous, généralement, on aime bien collaborer. On n'aime pas trop collaborer en ligne. On l'a déjà fait. Mais maintenant, on aime bien dans l'instant, en fait, de faire ça vraiment au gré des vents. Quand on va rencontrer quelqu'un, on se pose en studio quand on peut, et puis bosser un morceau ensemble le jour même. Et ça permet vraiment de capturer l'instant, l'émotion du présent. Mmh. Ouais, la vibe qu'il y a entre nous dans le groupe, quoi, entre ces personnes. Donc voilà, si sur la route on s'arrête 4 jours à tel endroit et qu'on a l'occasion d'aller en studio, on essaye. Ça marche pas toujours, mais des fois il y a un bout de morceau qui se crée, et puis après on le finira plus tard. Mais l'idée c'est de toujours essayer de capturer quelque chose qui est suffisamment bon pour donner un morceau. C'est-à-dire peut-être 30 secondes, 1 minute de l'idée principale du morceau, et après le collaborateur ou nous pouvons travailler dessus à tête reposée dans nos studios à la maison. Est-ce qu'il y a une collaboration qui vous a marqué plus qu'une autre? Pour ma part, pas vraiment, parce que chaque collaboration a été spéciale. Avec Stéphane, c'était incroyable parce que il est très talentueux, une bienveillance, beaucoup de choses que j'ai appris à titre personnel. Et puis on a passé un moment magnifique dans le sud de la France. On a fait une collaboration cette fois-ci en ligne avec Dark Bud Grey, qui est un artiste mexicain. À la base, il nous a fait parvenir une démo pour notre label qui s'appelle Art Vibes Music. Et on a tellement aimé la démo, la voix dessus, qu'on lui a proposé de travailler dessus, de produire le morceau. Donc une très belle rencontre en ligne. Qui a donné le morceau Signs, du coup. Ouais, le morceau Signs. Qui est d'ailleurs un petit peu, c'est un petit peu le même sujet qu'entre deux. Hein. Sauf que là, c'est lui qui a écrit les paroles, donc c'est
sa rupture à lui, quoi. L'amour est inspirant. Hein. Voilà, il y a Tataouine Il y a aussi qu'on a fait. Tataouine aussi, ouais. Avec Youssef Mexi, qui est un ami tunisien. Pareil, ça s'est fait de manière tellement spontanée. On l'avait rencontré par le biais d'un autre ami. Lui, en plus, il est d'un univers un peu différent, quand même, plus électro, bon, musique arabe mélangée à musique électronique, mais plus down tempo. Il est venu au studio, on avait une petite maquette qu'on avait commencé, et puis tout de suite, il s'est mis à chanter un peu avec sa voix chamanique. Une sorte de mantra, une incantation qui a donné le Tataouine, quoi. Qui a donné Tataouine, ouais. On a vraiment beaucoup de collabs. Enfin, chaque collab a un peu sa petite histoire, quoi. Et disons que les collabs qu'on a sortis sont les collabs qui sont pour nous spéciales, finalement. Ouais. Et aboutis aussi. Encore faut-il arriver à un titre abouti. On est tous les deux un peu pointilleux sur la production, donc on met très très longtemps. Toutes les collabs, elles durent finalement entre 1 an et 2 ans. Entre 1 et 2 ans. Donc voilà, ce qu'on sort, c'est généralement les titres les plus aboutis. On en a d'autres sur lesquels on travaille actuellement, des collabs et des originales. Mais ouais, on espère pouvoir sortir tout ça un jour. Justement, vous Faut parliez... prioriser après. Oui, on peut pas tout faire de toute façon. Vous parlez des univers qui se mélangent avec le vôtre, avec des personnes avec lesquelles vous collaborez. Et justement, en parlant d'univers, il y a aussi l'univers visuel que vous avez, et ça me faisait penser au vinyle de ton papa, justement, qui écoutait du hard rock. C'était aussi de l'illustration. Alors j'imagine que c'était moins le genre que vous utilisez, mais vous utilisez aussi beaucoup l'illustration, et vous avez créé tout un univers visuel aussi autour de votre musique. Ouais, tout à fait. J'avoue que notre univers est un peu moins sombre que les vinyles de mon papa. Ah bah oui. Heureusement. Et l'identité de Pandora se veut solarpunk, qui est un mouvement artistique qui fait opposition au cyberpunk. Donc l'idée, c'est d'avoir un monde positif où la technologie va cohabiter avec la nature en la respectant. Et on avait cette intuition et cette idée pour la vision du groupe. Et on a collaboré avec un artiste qui s'appelle Roman Evpakov, qui est un illustrateur. Et c'est lui, finalement, qui a su canaliser toutes ces inspirations et toutes ces idées qu'on avait pour les mettre sous forme d'illustration. On a commencé à bosser avec lui une première fois en 2021. Sur l'EP Floating Consciousness. C'était un EP 3 titres qu'on a sorti de façon indépendante à l'époque. Et il avait fait un premier artwork. Puis après, on n'avait pas continué la collaboration pour je ne sais quelle raison. Et quand on a repris la direction indépendante en 2023, on s'est dit maintenant, tous nos titres, on veut une pochette unique. On veut plus que ce soit les labels qui nous imposent un choix de création ou un illustrateur différent à chaque fois. On veut vraiment avoir une patte. On veut que ça soit unique. Donc à partir de 2023 et à partir du single Tataouine, on a recommencé à bosser avec Roman. Et depuis, il y a eu, 7-8 sorties avec ces artworks. Donc ils contribuent à créer l'univers de Pandora. Est-ce que je peux me permettre de vous dire quel est votre univers, où est-ce que vous êtes? Parce qu'on a presque l'impression que quand on vous écoute, on décolle de la planète et on va chez vous. Écoute, c'est un peu l'idée en fait qu'on s'était faite du projet. On voulait, on visualise Pandora comme finalement un ensemble de petites planètes qui représenteraient des expériences artistiques. Donc par exemple de la musique ou des vidéos,
des artworks. Et chaque sortie, c'est l'occasion de découvrir un nouveau monde, un des mondes de Pandora. Si tu regardes bien, chaque visuel, chaque morceau a sa propre pochette. Donc chaque morceau, c'est un monde différent. Tatooine a sa pochette, Signs a sa pochette. Et c'est des mondes très différents à chaque fois. Il y a une constante, il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est que, le monde change, et tu remarqueras qu'il y a toujours 2 ou 3 personnages sur les pochettes. Ces personnages, c'est un peu nos alter ego et ceux de nos collaborateurs qui découvrent en fait ces planètes. Il y a souvent la notion d'exploration, il y a des vaisseaux, les personnages, c'est un peu c'est des explorateurs de monde finalement. Sur Tatooine, ils se déplacent avec un sorte de je sais pas ce que c'est, un sorte de mini hélicoptère fait avec des bâtons et des bâches. Et sur Signs, ils se déplacent en soucoupe volante. Sur Sail Away, ils sont déjà sur la planète. Sur Sea Sky aussi. Sur Away We Fly, ils s'en vont de la planète parce qu'elle est en train d'être détruite. Et voilà, il y a vraiment un fil conducteur entre ces 2 personnages, ou ces 3 personnages, si on a des collaborateurs, qui se déplacent dans ces mondes. Et même quand vous utilisez la vidéo, par exemple, il y a un live que vous avez fait au cœur du Sahara. On a presque même l'impression d'être sur d'autres planètes, parce que c'est vrai qu'on le Sahara, on y va peu, et on voit très peu des musiciens, de la musique, presque comme si le désert faisait partie aussi de l'univers Pandora. Totalement. Tatooine a aussi cet univers un peu désertique. On essaie de mettre en avant, encore une fois, la philosophie Solarpunk, elle est vraiment autour de cette idée de préservation de la nature, de montrer sa beauté, de trouver un équilibre pour pouvoir cohabiter sans la détruire. Donc on essaie, je ne sais pas si tu as regardé aussi sur notre page YouTube, chaque vidéo de live met en avant une zone géographique ou met en avant la nature finalement. Donc il y a ce live dans le Sahara qui va mettre en avant le Sahara. Il y a un autre live qu'on a enregistré au château de Comarque, dans Dordogne, qui met en avant le patrimoine et puis le sud-ouest de la France. Donc il y a pas mal cette connexion avec la nature, toujours. On a eu un live de notre morceau de Choices qui est au lac du Salagou. À côté de Montpellier. À côté de Montpellier. On essaie toujours donner une place à la nature. Et puis en essayant toujours de prendre des zones un peu, des visuels assez... des zones qui font aussi planète un peu futuriste. Ouais. C'est vrai que le lac du Salagou, c'est un peu futuriste comme endroit, avec la terre rouge. On se croirait un peu sur Mars. Même si je suis jamais allé sur Mars, j'imagine que c'est un peu comme ça. Justement, vous parlez de la nature, et vous avez évoqué le live un petit peu tout le long de notre discussion. Et ça me fait penser, par exemple, au groupe Chaka Ponk, qui du coup fait sa dernière tournée, parce qu'en fait, ils estiment qu'ils voudraient avoir des personnes ou des lieux qui les accueillent, qui font plus attention à la nature, à l'environnement, à ce qu'ils produisent. Est-ce que ça, vous y réfléchissez aussi, ça vous interpelle? Est-ce que ça fait partie de votre identité ou de vos questionnements? On y travaille de plus en plus avec les collaborations du coup. Par exemple, nos habits de scène ont été designés par Zainab Ali, qui est une fashion designer de Tunis, qui est extrêmement impliquée dans l'upcycling, qui travaille à mettre en avant les effets négatifs de la fast fashion. On y travaille au maximum avec aussi les difficultés que ce métier implique.
pour voyager, tous les avions, et cetera. L'impact, ça a quand même un impact malgré tout. Donc, on essaie de trouver un équilibre dans tout ça pour, pour contribuer. Oui. Voilà, donc il y a quand même cet aspect, ouais, conscience et protection de l'environnement. Après, on essaie de ne pas trop se mettre cette étiquette-là parce qu'on sent aussi qu'on impacte négativement d'une certaine manière. Donc on fait du mieux possible, on essaie de mettre en avant ces philosophies-là, mais je pense que le travail il se fait surtout localement, il se fait individuellement. Bien sûr. C'est un travail de fond aussi, Mmh. quoi. C'est-à-dire que dans l'idéal du projet, on aimerait offset toutes nos émissions de carbone, avoir un impact absolument nul sur l'environnement. Et c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit aussi avec le développement du projet. Brique par brique, on va essayer d'implémenter des nouvelles choses. Là, on l'a fait pour les habits, on réfléchit à comment on va le faire pour les transports. Oui. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi sur toute la ligne de merch qu'on voudrait faire, comment on va produire nos t-shirts, si on en produit, nos casquettes, nos CD, tout ça. Il y a moyen de faire mieux que le produit de base qui est fait actuellement dans l'industrie. On peut utiliser du upcycling, on peut utiliser des matériaux recyclés. C'est des questions qu'on se pose carrément pour être en cohérence avec notre univers. Et on travaille très sérieusement à ça, pour la merch, et cetera. C'est-à-dire que généralement, là, ce qui est utilisé, c'est des sites de précommande où les habits vont être faits en Chine pour être envoyés, ensuite dispatchés un peu partout dans le monde. Donc on essaie de travailler plus sur un modèle qui va être probablement plus coûteux, mais aussi avoir beaucoup moins d'impact, c'est-à-dire faire travailler localement et minimiser au maximum pour avoir des circuits courts. Bien sûr. Oui, c'est quelque chose auquel vous travaillez avec vos équipes et de toute façon, chacun fait ce qu'il peut à son échelle, forcément. On a parlé du live. Comment est-ce que vous vous préparez au live? Qu'est-ce que ça donne Pandora en live? Mais écoute, Pandora en live, c'est très différent, je dirais, de Pandora sur Spotify. Dans le sens où il y a une réalité implacable qui est que les gens qui vont écouter sur Spotify, c'est pas forcément les gens qui vont aller écouter en soirée, en club. Et les attentes sont pas Et les attentes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que sur Spotify, je pense que la plupart des gens cherchent à écouter de la musique pour se détendre ou pour sur la route, pour conduire, pour le sport, tout ça. Alors qu'en soirée, l'idée c'est plutôt de danser, de se défouler, de faire sortir toutes ces énergies. Donc on s'est rendu compte que si on jouait les morceaux comme ils sont produits sur Spotify, bah ça marche pas dans tous les lieux. Donc pour du club, on essaye de jouer quand même un peu plus musclé. On essaye de jouer un peu plus musclé que nos productions sur les plateformes musicales. Voilà, après, ça dépend aussi de l'heure à laquelle on joue. Si on joue en milieu d'après-midi dans un festival, les gens ne cherchent pas à écouter de la musique très rapide. Par contre, si tu joues en peak time à 2h du mat, là, généralement, c'est pas le même set. Ouais. Après, on essaie toujours de garder une ligne directrice. C'est-à-dire que notre set soit un set de sunset, de coucher de soleil ou un set de nuit. On va toujours avoir la ligne directrice Pandora qui est mélodique, groovy, quand même pas dark, parce que je pense qu'on a une musique qui est pas trop dark. Après, ce qui va changer, c'est vraiment à quel point la musique est dynamique, à quel point elle est dansante et rythmée. Donc le travail il est effectué à ce niveau-là.
Mais Pandora en live, je pense que s'il fallait choisir 3 mots, peut-être mélodique, groovy. T'en as un troisième? Mélodique, groovy. Bon, on espère catchy. Catchy, ouais. Et justement, vous évoquez la scène et vous avez parcouru une énorme partie du globe. Est-ce qu'il y a une scène, là, si on pouvait rêver d'une scène, ça serait laquelle? Que vous n'avez pas faite? Qu'on n'a pas faite. Ouais. Qu'est-ce que ça serait pour moi? Bah moi, j'aimerais bien jouer à Burning Man, en vrai. Je me suis toujours fixé ça comme objectif, de jouer sur un super art car. Donc c'est ces gros stages qui bougent à Burning Man. Comme ça, un sunset ou un sunrise, ça serait un gros kiff perso. Et toi, Amine? Moi, j'aimerais bien l'Australie, parce qu'on n'a pas encore joué en Australie. Ou bien peut-être l'Angleterre. Mais t'as pas peur des araignées, des trucs comme ça? En Australie? Non, ça me ferait kiffer de faire un road trip là-bas. Ok, bah on a Burning Man du coup et l'Australie. Peut-être le Burning Man australien, du coup, je sais pas si ça existe. Ça, on fait une pierre deux coups. Est-ce que cet été, on va pouvoir vous retrouver en live? Bah ouais, on travaille sur quelques dates. En Albanie, début juillet. La Tunisie, fin juin. On a aussi une tournée en Inde début septembre. Et quelques autres dates en discussion pour août. Pour l'instant, rien de confirmé en France, mais on y travaille. On y travaille. Bon, de toute façon, vous mettrez ça sur vos réseaux sociaux. Bah, tout à fait. C'est le meilleur endroit pour rester au courant de Pandora. Alors, on a parlé de votre passé, on a parlé du futur, du présent. Justement, qu'est-ce que vous diriez si vous pouviez parler à vos vous enfants, par exemple au Amine qui commence le piano et au Rémi qui commence la guitare? Bah moi, je peux parler au Amine enfant, je lui dirais de pas trop écouter sa prof russe qui lui tape sur les doigts quand il joue mal au piano. Il faut croire en toi. Tu vas y arriver. Et toi, tu veux me dire quoi? J'ai 8 ans. T'as 8 ans. Je fais du piano. Ou alors j'ai 14 ans, je fais de la guitare, j'ai une grande mèche. T'as une grande mèche? Ah, je t'aurais dit que tout va bien aller parce que t'étais très, très émo à l'époque. Tout va bien aller. Tout va bien aller. La preuve en est aujourd'hui. Bah ouais, c'est le courant de la vie. Des hauts, des bas, et puis juste un chemin sur lequel on avance. Bah, merci beaucoup, Rémi et Amine, d'avoir été avec moi. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, c'était très cool. Alors, J'ai passé un bon évidemment. moment. Comment? J'ai passé un très bon moment. Eh ben moi aussi. Trop bien. Alors évidemment, tous vos titres sont disponibles sur toutes les plateformes. Ils sont d'ailleurs parfaits pour accompagner une soirée, que vous soyez en voiture ou chez vous. Je l'ai testé et je recommande. Et puis pour rien manquer sur toute votre actualité, rendez-vous sur vos réseaux sociaux. Et je vous propose de choisir l'un de vos titres que vous souhaitez faire découvrir pour clôturer cette interview. On peut faire écouter un titre qui n'est pas sorti. Si vous nous le donnez, on peut. Bah écoutez, du coup, on va partir sur le titre On danse, qui est un nouveau morceau qu'on a fait il y a 2 mois et qu'on a commencé à jouer en live. C'est sur le sujet de gens qui vont en club le vendredi soir après une semaine bien chargée et qui se défoulent sur la musique. Bah, ça tombe bien, on est vendredi, donc on est dans le thème. Super. Très bien. Bah, merci beaucoup. Salut, merci beaucoup. Merci. Tu vas bien? Rejoindre la danse, quelle évidence. Ambiance,
rythme effréné, sans s'altérer. Plaisir frénétique, cadence hystérique. Au 7e ciel, un goût de miel. Douce illusion, tendre abstraction. Ambiance, en transe, quête de sens. On danse, ambiance, en transe, quête de sens. On danse. La fête se fige comme un vertige. Joie suspendue, bien entendu. Le jour se lève, ce n'était qu'un rêve. Retour chez soi, une énième fois.